Un câble d'acier, 3 morceaux de fil et 89 vies. Le 27 janvier 1945, à 6 heures du matin, aux abords de Königsberg. Le char du sergent-chef Beloff progresse lentement à travers les ruines. 300 mètres plus loin se dressent les fortifications allemandes. Les artilleurs de Panzerfaust sont retranchés dans les sous-sols des bâtiments. 1, 2, 3, qui sait combien. Selon le règlement, l'équipage est censé être anéanti en 5 minutes. Peut-être 3. Un seul Panzerfaust et 34 tonnes d'acier réduites à une fosse commune. Mais il y a quelque chose d'étrange sur le blindage de ce char. Des cordes. Non, pas des cordes. Un câble d'acier, tendu à 30 cm de la coque. Les commandants en ont ri il y a 3 jours. Ils l'ont appelé potager, séchoir à linge et cirque. 6 impacts. 6 obus de Panzerfaust ont touché le char de Beloff lors d'un seul combat. L'équipage a survécu aux 6 impacts. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, il faut remonter 3 semaines en arrière. À l'atelier de réparation de la 213e brigade blindée. À l'homme qui a vu ce que les ingénieurs, les concepteurs et les généraux ont négligé. À l'homme dont les mains sentaient le gazole et l'huile de machine. Au mécanicien qui n'a jamais baissé les bras. Il s'appelait Anatoly Petrovitch Sedov. Anatoly Petrovitch Sedov, 26 ans. Sergent-chef, conducteur mécanicien dans la compagnie de réparation de la 213e brigade de chars, 3e front biélorusse. Il est né à Toula, ville d'armurier, où le fer coule dans les veines de presque tous les habitants. Son père était contremaître dans une fabrique d'armes, tout comme son grand-père. Sa mère mourut quand Tolia avait 12 ans. Il laissa derrière lui son père et sa jeune sœur, Nina, alors âgée de 10 ans. À Toula, tout tournait autour de l'usine. Klaxons, fumée, le cliquetis des presses. Sedov père rentrait tard, épuisé, les mains dans l'huile. Mais il trouvait toujours le temps de montrer à son fils comment fonctionnait un tour, comment on trempait l'acier, comment un morceau de fer était transformé en pièces. « Le métal est vivant, disait mon père. Écoute-le. Il te dira où se situe la tension, où se trouve la faille. Il suffit de savoir l'écouter. » Tolia écouta. Après l'école, il alla travailler à l'usine. FZU, École technique d'usine. Opérateur de tour de 3e classe, puis de 4e. À 19 ans, on lui confia l'affûtage des canons de fusil anti-char. Un travail délicat. 1 mm d'erreur et le canon est fichu. Pas un seul canon défectueux. Pendant 2 ans. Sedov ne buvait pas. Il n'avait jamais fumé avant la guerre. Les filles ne l'intéressaient pas particulièrement. Il était timide. Grand, mince, le visage perpétuellement pensif. Ses mains étaient grandes, fortes et calleuses. Ses camarades plaisantaient. « Sedov, tu ne vis pas, tu travailles. » Il souriait simplement. Il aimait travailler. Il adorait voir une pièce sortir de ses mains, précise, exacte et irréprochable. La guerre éclata en 1941. Sedov avait 22 ans. Il reçut sa convocation 1 semaine après le début du conflit. Son père le accompagna en silence. Il posa simplement la main sur son épaule, fermement, et dit « Écoute le métal, fiston. Là-bas, à la guerre, il te dira quoi faire. N'oublie surtout pas de l'écouter. » Sedov acquiesça. Il ne comprenait pas à ce moment-là. Il comprendra dans 3 ans. D'abord, l'entraînement. L'école de chars de Kazan. Une formation accélérée, 4 mois au lieu de 2 ans. Les troupes réclamaient des mécaniciens. Sedov apprit à conduire un T-34. Passer les vitesses, lire les instruments, réparer les trous, changer une roue de route en 20 minutes sous le feu ennemi. Théorie, le strict minimum. Pratique, jusqu'à l'épuisement. La première fois que je me suis installé aux commandes, j'ai cru que je n'y arriverais pas. 30 tonnes d'acier, le rugissement du moteur diesel V2, des vibrations à faire mal aux dents. La visibilité à travers la fente était réduite à un trou de serrure. Mais en 1 semaine, il ne faisait plus qu'un avec la machine. Elle était devenue le prolongement de ses... « Sedov, tu es né mécanicien, dit l'instructeur. Le char t'obéit. » Je suis arrivé au front au printemps 1942, dans le secteur de Voronej. Mon premier combat a eu lieu 2 jours après mon arrivée.
Les Allemands avançaient. Ils avaient plus de chars et plus d'expérience. Sedov se souvenait de cette bataille dans les moindres détails. Le rugissement du moteur diesel, les ordres donnés par l'interphone, le fracas des impacts. Son char fit toucher à la 5e minute. Un obus perça le flanc. Un éclat d'obus tua le chargeur. Le commandant cria « Reculez! Reculez !» Sedov enclencha la marche arrière. Le char commença à avancer lentement. Le moteur toussait et fumait, mais il fonctionnait. Il ramena l'équipage auprès des siens. Puis il perdit connaissance, sous le choc, sous l'horreur, après avoir vu la mort pour la première fois à seulement un demi-mètre. Je me suis réveillé à l'infirmerie. Une légère commotion cérébrale. 3 jours plus tard, j'étais de retour au combat. Pendant plus de 3 ans, Sedov a servi dans 4 chars. Le premier a été détruit près de Voronej. Le deuxième a pris feu lors de la bataille des saillants de Koursk. Sedov a extrait le commandant de la trappe juste avant l'explosion du râtelier à munitions. Le troisième a été pulvérisé par un Panzerfaust près de Minsk. Quant au quatrième, il l'a conduit jusqu'en Prusse orientale. Sedov n'était pas un héros au sens traditionnel du terme. Il ne se précipitait pas dans les embrasures. Il ne détruisait pas des dizaines de chars allemands. Il faisait simplement son travail. Il conduisait. Il effectuait des réparations. Il sortait d'un char en flammes et, une semaine plus tard, prenait place dans un autre. Silencieusement. Sans la moindre émotion. Ses camarades le respectaient. Non pas pour ses actes héroïques, mais pour sa fiabilité. Si Sedov entretenait un char, le véhicule ne tombait pas en panne. Si Sedov était aux commandes, l'équipage s'en sortirait vivant. Il ne reviendrait peut-être pas, mais il survivrait, c'est certain. Il avait un caractère étrange, calme, réfléchi. Il pouvait rester assis près du feu pendant 1 heure, le regard perdu dans les flammes, sans dire un mot. Mais lorsqu'il prenait la parole, c'était toujours direct et sans fioriture. Les commandants adoraient les hommes comme lui. Mais Sedov possédait une qualité que peu de gens remarquaient. Il voyait. Pas seulement regarder, il voyait. Tandis que les autres mécaniciens effectuaient la vidange selon le calendrier prévu, Sedov écoutait le moteur et savait quand il était temps de la changer. Tandis que les autres tendaient les chenilles conformément aux instructions, Sedov sentait la tension idéale du bout des doigts. Il repaissait les fissures dans le blindage avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Il pressentait le grippage imminent d'un roulement. « Le métal me parle », expliqua-t-il. « Mon père me l'a appris. Il faut écouter. » Ils se moquèrent de lui. Non par méchanceté, mais simplement parce qu'ils ne comprenaient pas. « Sedov, tu n'es pas un chaman », plaisantèrent ses camarades. Il ne s'en offusqua pas. En janvier 1945, la brigade se reformait, près d'Insterbourg. Elle se préparait à l'assaut de Königsberg. Sedov fut muté dans une compagnie de réparation. Les conducteurs mécaniciens ne manquaient pas, mais les bons réparateurs étaient rares. Il n'y vit pas d'inconvénient. Réparer les chars était aussi un service rendu. Sedov avait un rituel. Chaque soir avant de se coucher, il sortait une photo de la poche de sa veste. Petite, usée et craquelée, elle représentait son père et sa sœur, Nina. Prise durant l'été 1941, 1 mois avant la guerre. Son père avait l'air grave. Nina souriait. Elle avait 15 ans, des tresses et un ruban blanc. Sedov ignorait s'ils étaient encore en vie. La dernière lettre de son père arriva à l'automne 1941. Puis, le silence. Toula fut occupé pendant 2 mois. Sedov n'osait imaginer ce qui s'y était passé. Après la libération de la ville, il écrivit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aucune réponse. Il n'avait rien prévu. Il ne rêvait pas de la rencontrer. Il se contenta de regarder la photo avant de se coucher, se rappelant qui il protégeait et pourquoi il devait vivre pour le voir. « Sedov, tu es à la veillée ?» lui cria son camarade de chambrée une nuit. Le soldat Guriev, un jeune homme de 18 ans. « Je ne dors pas. À quoi penses-tu » Sedov a retiré la photographie. « À propos de la maison... » « Moi aussi, » soupira Guriev. « Ma mère m'a envoyé une lettre. Elle a écrit « Tolik, prends soin de toi. Tu es mon seul enfant. »
Et comment prend-on soin de soi? Chaque jour semble être le dernier. Sedov garda le silence. Que dire? La vérité, c'est que vous pourriez mourir aujourd'hui, ou demain, ou vivre jusqu'au bout. Mais cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de la chance, du tireur allemand, de l'endroit où l'obus atterrit. Combien de batailles avez-vous menées? Demanda Guriev. Sedov a fait les calculs mentalement. Je ne me souviens pas. Beaucoup de choses. Et vous n'avez pas peur? C'est effrayant, dit Sedov en se tournant sur le côté. C'est toujours effrayant. Mais il faut travailler. Quand on travaille, on n'a pas le temps d'avoir peur. Guriev resta silencieux. Est-il vrai que vous avez travaillé à l'usine avec votre père, avant la guerre? Est-ce vrai? Et qu'est-ce qu'il vous a appris? Sedov ferma les yeux. Écoutez. Que faut-il écouter? Le métal, murmura Sedov presque endormi. Il dit toujours la vérité. Les gens mentent. Le métal, jamais. Guriev ne comprenait pas, mais il n'a pas insisté. Sedov dormait déjà. C'était le 7 janvier. Dans 2 jours, Sedov verrait quelque chose qui changerait tout. Mais pour l'instant, il dormait simplement. Il rêvait de tout là, de l'usine, de son père autour, et de l'odeur de l'huile chaude. Il ignore encore que dans 3 semaines, on le qualifiera de génie, que sa méthode sauvera des dizaines de vies, que les documents officiels commenceront à employer l'expression « protection par la méthode Sedov ». Pour l'instant, il n'est qu'un mécanicien, un sergent-chef, parmi des milliers d'autres. Il fait son travail et espère tenir jusqu'au printemps. Mais demain, quelque chose commencera dont il se souviendra à jamais. Le matin du 9 janvier était glacial, moins 18 degrés. Le ciel était gris et bas, on annonçait de la neige. Sedov se réveilla à 6 heures. Il se lava le visage à l'eau glacée du réservoir. Il but une tasse de thé chaud, du vrai thé, pas du thé aux carottes et aux glands. C'était un trophée. Les éclaireurs en avaient rapporté une caisse la veille. Il se rendit à l'atelier de maintenance. 8 chars étaient stationnés sous des bâches, en attente de réparation. 2 avaient des chenilles cassées. L'un d'eux avait sa tourelle arrachée, un impact direct. Les autres avaient subi des dégâts mineurs à leurs moteurs, instruments et optiques. Sedov s'approcha du premier char. Il abaissa la bâche. Un T-34 de 1943. Peint en blanc sur le côté, Avenger. Équipage inconnu. Le véhicule avait été amené la veille au soir. Le mécanicien sauta de la trappe, dit « Le moteur a dératé, il consomme de l'huile » et s'enfuit. Sans doute vers le bataillon médical, ou le mess. Sedov monta à bord. Il s'installa au volant. L'odeur était toujours la même ici. Gazole, huile, sueur, métal. L'odeur de la guerre. L'odeur du foyer, si le foyer est un char. Il démarra le moteur. Il écouta. Mon père disait toujours, les 30 premières secondes de fonctionnement du moteur sont révélatrices. Sedov écouta. Le cylindre numéro 4 fuyait. Sans doute une soupape, ou les segments. De l'huile fuyait effectivement, de la fumée bleue s'échappait du pot d'échappement. Je l'ai éteint et je suis allé vérifier. J'ai travaillé pendant 2 heures. J'ai démonté la culasse, j'ai changé les segments du cylindre numéro 4, j'ai rodé les soupapes, j'ai remis de l'huile neuve, j'ai redémarré le moteur. Il ronronnait doucement. Sedov hocha la tête, satisfait. Terminé. Il sortit du char. Il s'essuya les mains avec un chiffon. Il regarda sa montre. 9h30. Il était temps de rejoindre le prochain char. Et puis j'ai entendu un cri. « Sedov! Sedov, vite !» C'était le sergent-major Mecheryakov, un vieux tankiste, 40 ans. Il combattait depuis le premier jour. Son visage était buriné et marqué de cicatrices. Son bras gauche était brûlé jusqu'au coude, la peau rose et tendue. « Ce qui s'est passé ?»« Ils ont amené Belov, haleta Mecheryakov. Pour les Aevski aussi, vivants. Mais les chars... » Il fit un geste de la main. « Vous verrez bien. » Sedov le suivit. À l'entrée du parc se dressaient 2 T-34, ou plutôt, ce qu'il en restait. Sedov s'arrêta.
Il vit des chars détruits, des centaines. Leurs blindages percés, leurs tourelles arrachées, calcinées, en pièces. Mais ceux-ci étaient spéciaux. Le premier char présentait un trou béant sur son flanc. Ni rond, comme un obus, ni dentelé, comme une mine. Étrange. Comme si quelqu'un avait percé le blindage avec une barre de fer rougie au feu. Le trou était de la taille d'un poing. Les bords étaient fondus. À l'intérieur, de la suie noire. Sedov s'approcha. Il examina attentivement. Il toucha le bord du trou. Le métal était chaud. Non, pas chaud, tiède. Pourtant, le char était là depuis une vingtaine de minutes. Un Faust Patron, a déclaré Mecheriakov. Il a heurté le flanc. L'équipage a réussi à s'éjecter. Sedov fit le tour du char. De l'autre côté se trouvait un trou similaire, légèrement plus petit, mais lui aussi fondu. À travers, a-t-il déclaré. Oui, il est entré par la gauche et sorti par la droite. Le chargeur a été touché. Il est vivant, mais traumatisé. Sedov passa au deuxième char. C'était pire. Il y avait un trou à l'arrière, près du moteur. Un trou énorme, de la taille d'une tête. Le moteur était arraché. De l'huile s'était répandue sur la neige, formant une flaque noire. Celle-ci aurait brûlé, a déclaré Mecheriakov. Mais le mécanicien a été rapide. Il a coupé le moteur et a activé le système d'extinction d'incendie. Heureusement. Sedov resta silencieux. Il regarda le trou. Puis le premier char. Puis de nouveau le second. « Combien y en a-t-il cette semaine » demanda-t-il. Mecheriakov s'est gratté le menton. 14 voitures. Non, 15. Une autre est arrivée ce matin, vous n'avez pas vu. Sa tourelle a été arrachée. Des Faust Patron ? Ouais. Et les morts ? Mecheriakov resta silencieux. 16 personnes en une semaine. Non, 18. 2 sont décédés à l'hôpital hier. 18 personnes en 7 jours. Plus de 2 personnes par jour. Et ça, c'est juste dans leur équipe. Sedov retourna au premier réservoir. Il s'accroupit près du trou. Il y glissa la main et passa ses doigts le long du bord. Le métal était fondu. Ni déchiré, ni percé. Fondu. Comme s'il avait été brûlé au chalumeau. Les Allemands sont devenus malins, a déclaré Mecheriakov. Avant, ils tiraient au canon, de loin. On les voyait et on pouvait les esquiver. Mais maintenant, ce sont ces Panzerfaust. Un Panzerfaust est tapi dans un sous-sol, invisible. Il vous laisse vous approcher à 50 mètres, bam, et c'est fini. Le char est un cercueil. Sedov se leva. À quelle distance tire-t-il ? Ça varie, mais en général, c'est entre 30 et 60 mètres. Plus près, ils ont peur eux-mêmes. Plus loin, ça ne pénètre pas. Enfin... Mecheriakov désigna le deuxième char. Celui-ci, on l'a touché à environ 70 mètres, par derrière. On ne voyait même pas d'où il venait. Sedov fit de nouveau le tour des 2 chars, prudemment. Il examina les trous, les bords fondus, les marques sur le blindage. Quelque chose le tracassait. Quelque chose n'allait pas. Il ne comprenait pas exactement quoi. Il le sentait, tout simplement. Le métal essayait de lui dire quelque chose. Mais Sedov ne pouvait pas l'entendre. Il ne le comprenait pas encore. « Mecheriakov, puis-je parler aux équipages ? À Belov et Polejaevski ?» Belov est au bataillon médical. Légère commotion cérébrale. Polejaevski... Le sergent-major regarda autour de lui. Le voilà. Un jeune lieutenant était assis sur une caisse près de la caserne la plus éloignée. Il fumait. Ses mains tremblaient. Son visage était pâle. Son regard était vide. Sedov s'est approché et s'est assis à côté de moi. « Camarade lieutenant. » Polejaevski ne répondit pas. Il fumait et regardait droit devant lui. « Je suis mécanicien, poursuivit Sedov. Je voulais vous interroger sur le Faust Patron. Comment était-il » Polejaevski tira une bouffée. Il expira la fumée. Il resta silencieux un instant. « Qui a-t-il à raconter » dit-il d'une voix calme. « Nous roulions, un village, des ruines. Nous pensions être seuls. Soudain, un coup, sur le flanc, comme un coup de masse.
Ça a grondé à l'intérieur. De la fumée, des cris. J'ai pensé que c'était la fin, qu'on allait brûler. Mais mon mécanicien, Korolev, a réagi vite. Nous avons reculé. Et le deuxième Panzerfaust était déjà en vol. Je l'ai vu, une traînée de fumée fonçant droit sur nous. Il nous a touchés à l'arrière. Le moteur a calé. Mais nous avions déjà réussi à contourner la maison. Nous avons sauté du char. Là, nous pensions qu'il allait brûler. Mais non. Nous avons eu de la chance. Et combien était-il, Faustnikov? Je ne sais pas. 2, c'est sûr. Peut-être plus. On n'a rien vu. Il tire des sous-sols ou des fenêtres. Impossible de savoir. Sedov acquiesce. Qu'avez-vous ressenti au moment de l'impact? Quel était le bruit? Poledjaevski le regarde. Qu'est-ce qui ne va pas, Sedov? Un bruit, un rugissement, comme une explosion. Et aussi, il marqua une pause. Il y a eu aussi un sifflement étrange. Comme si on avait allumé un brûleur à gaz. Ça a duré 1 seconde, pas plus. Puis de la fumée et une odeur nauséabonde. Sifflement. Brûleur. Sedov se souvint. Merci, camarade lieutenant. Polezaevski fit un geste de la main. Il alluma une nouvelle cigarette, à la place de la précédente. Sedov retourna au char. Il resta debout. Il observa. Il réfléchit. Une fausse patronne. Une grenade anti-char allemande. Il en avait entendu parler. On disait que c'était une arme terrible. Un homme la tire, à l'épaule, comme un bazooka. La grenade vole à une 60aine de mètres et perce n'importe quel blindage. Même les IS-2 sont vulnérables. Mais comment? Comment une grenade peut-elle perforer un blindage? Un obus, évidemment. Énergie cinétique, vitesse, masse. Il transperce comme un clou. Mais une grenade, elle est légère. Elle ne peut pas perforer par énergie cinétique. Sedov se souvenait de ses études d'avant-guerre. L'usine, les cours, on y parlait de charges creuses. Il n'écoutait pas vraiment à l'époque, mais il se souvenait de l'essentiel. Une charge creuse, c'est une explosion concentrée, dirigée vers un point précis. Il en résulte un jet, de gaz chaud et de métal. Ce jet brûle le blindage, le traverse, complètement. C'est pour ça que le trou est fondu. C'est pour ça qu'on entend un sifflement. C'est pour ça que Poledjaevski a dit que ça ressemblait à un brûleur à gaz. Sedov l'imagina. La roquette Panzerfaust frappe le blindage. Elle explose. Une charge creuse interne explose à son tour. Un jet se forme. Étroit, incandescent, rapide. Il frappe un point précis. Il perce l'acier en une fraction de seconde. Il pénètre dans le char. Et c'est le chaos. Le jet de feu atteint l'équipage, les munitions et le moteur. Le char prend feu. L'équipage périt. Sedov serra les poings. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Impossible d'épaissir le blindage. Le char est déjà lourd. Impossible d'augmenter la vitesse. Le moteur est à son maximum. Comment tenir l'ennemi à distance? Les Faustniks se cachent. Dans les sous-sols, dans les ruines. Vous ne les verrez qu'au moment où ils ouvriront le feu. Une protection est donc nécessaire. Mais de quel type? Sedov ne le savait pas. Pas encore. Il retourna au travail, à réparer des chars. Mais son esprit cogitait. Il passait en revue les différentes options. Il cherchait une solution. Le 10 janvier, 3 autres véhicules endommagés ont été amenés. Des Panzerfaust. Le 11e, -2. Le 12e jour, il y en avait 4. L'un d'eux a entièrement brûlé. Tout l'équipage a péri. C'était le char du lieutenant subalterne Morozov. Sedov connaissait Morozov. C'était un bon commandant. 24 ans, originaire de Leningrad, jovial et plein d'entrain. Il aimait plaisanter. Avant chaque bataille, il disait à ses hommes « Ça y est les gars, aujourd'hui on va montrer aux Allemands de quoi on est capable. » Et ils le firent. Morozov détruisit 7 chars allemands en 6 mois. Il était parti. Le char arriva le soir, noir, calciné. Les écoutilles étaient ouvertes. À l'intérieur, Sedov ne regarda pas. Il ne le voulait pas. Une bombe Faust patronne a touché le râtelier à munitions.
a déclaré le chauffeur du camion. Elle a explosé, instantanément. Personne n'a sauté du camion. 4 hommes. Morozov, son mitrailleur, Kovalev, le chargeur, Grinko, l'opérateur radio, un simple garçon, j'ai oublié son nom de famille, Sedov. 4 vies. En 1 seconde. Sedov était assis près du feu. Le soir, le gel, les étoiles, le calme. Metcheriakov s'assit à côté d'elle. Il resta silencieux. Puis il dit « Les obsèques de Morozov ont lieu demain. Tu iras ?»« J'irai. » C'était un type bien. Oui. Ils restèrent silencieux. « Sedov, » dit Metcheriakov en jetant une branche dans le feu. « Tu es intelligent. Dis-moi ce qu'il faut faire. Comment combattre ces Panzerfaust ?» Sedov ne répondit pas tout de suite. Il fixait le feu. Il réfléchissait. « Je ne sais pas encore. »« Le trouverez-vous » ? ?»« Je ne sais pas, » répondit Sedov en se levant. « Mais je vais continuer à chercher. » Metcheriakov acquiesça. « Continuez à chercher, avant qu'ils ne soient tous tués. » Le 13 janvier, Sedov assista aux funérailles. 4 cercueils, fermés. Des rafales de tir. Le discours du commandant de brigade. Bref. Ils sont morts en héros, à jamais dans nos cœurs. Sedov se leva. Il regarda les cercueils. Il se souvint. Du rire de Morozov, de ses récits sur Leningrad, sur la Neva, sur sa fiancée, Katia. J'attendrai la guerre, puis je me marierai. Nous aurons 7 enfants. Je n'ai pas attendu. Après les funérailles, Sedov ne se rendit pas à la caserne. Il alla au parc, au char. Il s'approcha de chacun d'eux. Il examina les impacts des Panzerfaust. Il les toucha. Il les mesura. Il les nota dans son carnet. 14 réservoirs, 23 trous, tous différents. Certains petits, de la taille d'un poing, d'autres grands, de la taille d'une tête. Tous fondus. Sedov a analysé. Où ont-ils été touchés ? Le flanc, 10 fois. La poupe, 8 fois. La tourelle, 3 fois. L'avant, 2 fois. Le front ? Sedov était surpris. Le blindage frontal fait 65 mm, incliné. La zone la plus protégée. Et le Panzerfaust l'a pénétré ? Il s'approcha d'un char dont le blindage frontal était percé. Le trou était petit, certes, mais bien là. Cela signifiait que le jet de projectile HIT n'avait aucune importance quant à l'épaisseur du blindage, qu'il soit épais ou fin, incliné ou non. Il le traverserait sans problème. C'est mauvais. Très mauvais. Parce qu'il est impossible de se défendre. On ne peut pas augmenter l'épaisseur du blindage, le char deviendrait trop lourd. Modifier l'inclinaison, il faudrait repenser toute la coque, à l'usine. Et la guerre est là, maintenant. Sedov s'assit sur le blindage d'un char endommagé. Il sortit une cigarette et l'alluma. Il avait commencé à fumer peu de temps après la mort de Morozov. Cela ne le soulageait pas, mais au moins il avait de quoi s'occuper les mains. J'y ai réfléchi, je l'ai repassé en revue dans ma tête. Un jet cumulatif. Il se forme lors d'une explosion. Il frappe un point précis et perfore le blindage. Et si nous ne laissions pas la situation dégénérer ? Mais comment ? On ne peut pas épaissir l'armure. Sedov se souvint de son père. Une conversation, il y a longtemps. Il avait environ 10 ans. Son père lui montrait comment on trempe l'acier. Il plongea un morceau incandescent dans l'eau, un sifflement, de la vapeur. « Tu vois, Tolia, dit son père, le métal n'a pas peur du feu. Le feu, c'est sa vie. Ce que le métal craint, c'est un refroidissement inadéquat. S'il refroidit trop vite, il se fissure. S'il refroidit trop lentement, il ne durcit pas. Il faut le sentir, comprendre ce dont il a besoin. » Sedov ne comprit pas alors. Il demanda « Et si vous ne le sentez pas ?» Le père sourit. « Et puis on se marie, ou on apprend à ressentir. » Sedov termina sa cigarette, jeta le mégot, l'écrasa au sol. Un jet cumulatif est du feu, du métal chaud,
des gaz, dirigés vers un point. Et si on les calmait, on les dispersait, on les empêchait de se concentrer? Mais comment? Sedov ne le savait pas, mais il continuait à réfléchir. Il y eut une bataille le 15 janvier, une bataille locale, une bataille privée. La brigade avait pour mission de chasser les Allemands du village de Grünheide, à 2 km de Königsberg. Des ruines, des tranchées, des Panzerfaust dans chaque maison. 10 chars ont attaqué. 7 sont revenus. 3 ont été mis hors de combat. Panzerfaust. 7 personnes ont été tuées. 4 ont été blessées. Parmi les morts se trouvait le soldat Guriev, celui-là même qui avait interrogé Sedov sur sa maison. 18 ans. Des lettres de sa mère. Guriev était mitrailleur. Un obus de Panzerfaust a touché la tourelle, le tuant ainsi que le commandant. Le mécanicien et le chargeur ont survécu. Ils ont été brûlés, mais ils ont survécu. Sedov l'a appris le soir même. C'est Mechariakov qui l'a confirmé. Sedov ne répondit pas. Il alla dans sa chambre. Il s'allongea sur sa couchette. Il fixa le plafond. Guriev, Morozov, Kovalev, Grinko. Et d'autres encore, combien? 20? 30? Il a perdu le compte. Ils sont tous morts. Tout ça à cause du Faust patron. Et lui, Sedov? Il répare les chars, il fait la vidange, il resserre les chenilles. Ça n'aide pas. Des gens meurent, chaque jour. Il faut faire quelque chose. Nous devons trouver un moyen de nous protéger. Mais comment? Sedov ferma les yeux. Il avait la tête qui tournait. Fatigue, manque de sommeil, nervosité. Il a failli s'endormir. Et soudain, je l'ai vu. Pas avec mes yeux. Pas dans la réalité. Dans ma tête. Une image. Lumineuse. Claire. Le fausse patronne vole. Il percute le blindage. Il explose. Un réacteur se forme. Mais, et si on plaçait autre chose sur la trajectoire du jet? Pas du blindage. Autre chose. Écran, fin, à distance de l'armure. Le jet frappera l'écran. Il le traversera. Mais il perdra de l'énergie. Il se dissipera. Et lorsqu'il atteindra le blindage principal, il sera faible. Il ne le pénétrera pas. Sedov se redressa. Son cœur se mit à battre la chamade. Cela pourrait fonctionner. Mais de quel type d'écran s'agit-il? De quoi est-il fait? Comment puis-je le fixer? Sedov prit un bloc-notes. Il se mit à dessiner. Un char, une coque, et devant la coque, une ligne. Un écran. À quelle distance? 30 cm? 50? De quoi devrait-il être fait? Tôle d'acier? Non, trop lourd. Acier fin? Peut-être. Comment puis-je le fixer? Dois-je le souder sur des supports? Sedov a dessiné, estimé, calculé. C'est de la folie. C'est trop simple. Ça ne peut pas marcher. Mais, et si? Il se souvenait des paroles de son père. Le métal dit toujours la vérité. Le métal lui dit « Essaie ». Sedov s'habilla. Il quitta la caserne. Nuit. Gel. Lune. Je suis allé au parc. Au char. Je me suis approché de l'un d'eux, j'ai examiné le boîtier et j'ai imaginé à quoi ressemblerait l'écran. Il faut essayer. Il faut le faire. Au moins sur un réservoir. Mais d'abord, trouver les matériaux. De la tôle d'acier, des supports, un poste à souder. Sedov sourit. Pour la première fois depuis une semaine. Peut-être que ça marchera. Ou peut-être qu'il est tout simplement fou. Mais nous devons essayer. Car l'alternative, c'est de voir des gens mourir. Chaque jour. L'un après l'autre. Sedov retourna à la caserne. Il s'allongea. Mais il ne dormit pas. Il réfléchissait. Il élaborait un plan. Demain, il commencera. Demain, il tentera de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant. Demain, il tentera de vaincre le Faust patron. Ou mourir en essayant. 16 janvier. Sedov s'est réveillé avant tout le monde.
Il était 5h30. Il faisait encore nuit. Je me suis habillé. Je suis sorti. Le gel s'intensifiait. Le ciel était dégagé. Les étoiles brillaient comme des éclats de verre sur du velours noir. Sedov se rendit à l'entrepôt de fournitures techniques. On y stockait des pièces détachées, des outils et du matériel. Il connaissait le responsable, le sergent-major Pronin. Un homme austère, mais honnête. Si on lui expliquait clairement la situation, il vous donnerait ce dont vous aviez besoin. Pronin était déjà là, assis à son bureau, en train de boire du thé dans une tasse en émail. « Sedov, vous êtes en avance. Que vous faut-il » ? « Camarade sergent-major, il me faut de la tôle d'acier, environ 4 mm d'épaisseur, environ 3 mètres sur 1,5 m, et du câble d'acier, environ 20 mètres. » Pronin plissa les yeux. « Pourquoi » ? Sedov hésita. Comment expliquer ? Dire la vérité ? Mais lui-même n'était pas encore sûr que cela fonctionnerait. « Je veux essayer de me protéger contre les fausses patronnes. » Pronin posa la tasse. « Une protection ? De quel genre ? » Un écran, devant le blindage, à distance, pour disperser le jet cumulatif. Pronin resta silencieux. Il regarda Sedov. Puis, il laissa échapper un petit rire. « C'est vous qui avez inventé ça ? » ?»« Moi-même. »« Et vous pensez que ça va marcher ? » ?»« Je ne sais pas, mais il faut essayer. » Pronin termina son thé. Il se leva. Il alla à la fenêtre. Il regarda le parc où se trouvait les chars détruits. « Je plains Morozov, dit-il. C'était un homme bon, un homme joyeux. »« Oui. » Et Gourieva, ce n'était qu'un enfant. Sedov resta silencieux. Pronin se retourna. « D'accord, je vous donne de l'acier et un câble, mais pas gratuitement. Si ça marche, tant mieux. Sinon, au moins on aura essayé. On n'aura plus qu'à regarder le nôtre brûler. »« Merci, camarade sergent. »« Oh, peu importe, dit Pronin en agitant la main. Allons-y, je vais vous montrer ce que j'ai dans le ventre. » L'entrepôt était un vrai capharnaüm. Des chenilles, des rouleaux compresseurs, des moteurs, des caisses de munitions, des caisses de grenades, des barils de gazole, et dans un coin, une pile de tôles, de toutes sortes, épaisses, fines, rouillées, neuves. Sedov a fouillé le papier. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Une feuille de papier d'environ 4 mm d'épaisseur. Pas neuve, mais intacte, sans trou. 3 mètres sur 1,5 m. Lourde, environ 40 kilos. Celui-ci fera l'affaire. Prends-le. Et le câble ? Pronin désigna la bobine dans le coin. Voilà, de l'acier, 10 mm de diamètre. Est-ce suffisant ? Sedov examina le câble. Il était solide, souple et tressé de fins brins, du type utilisé pour le remorquage. Assez. Ils tirèrent la bâche et la corde dans la rue. Sedov appela 2 soldats de la compagnie d'entretien. Ils traînèrent la bâche vers le parc jusqu'au premier char. Pronin partit, Sedov resta. Il regarda la feuille de papier. Il réfléchit. Comment faire ? Par où commencer ? Commencez par prendre des mesures. Déterminez la taille d'écran dont vous avez besoin. Il s'agit d'un char T-34. La longueur de la caisse est de 6,20 mètres. La largeur est de 3 mètres. La hauteur jusqu'à la tourelle est de 2 mètres. Faut-il un écran sur les côtés ? À l'arrière ? Sur le front ? Non, le front est déjà mieux protégé. Et le poids supplémentaire à l'avant n'est pas bon. Donc côté et poupe. Sedov sortit un mètre ruban de sa poche. Il commença à mesurer, notant les dimensions dans son carnet. La longueur du côté était de 5 mètres. La hauteur était d'1,80 m. La poupe mesurait 3 mètres sur 2. Il faut beaucoup d'acier. Plus d'une tôle. Sedov retourna à Pronin. « Sergent, camarade, avez-vous d'autres feuilles ?» Pronin soupira. « Oui, mais pas beaucoup. 2 feuilles de même épaisseur. Le reste est soit trop épais, soit trop fin. » « Puis je le prends ?»« Prends-le. Mais ne te plains pas après si ça ne marche pas. » Sedov prit 2 autres feuilles. Il y avait maintenant assez de matière. De retour au réservoir, j'ai étalé les plaques au sol et commencé à les découper au chalumeau oxyacéthylénique. J'ai découpé les grilles, côté gauche, côté droit et arrière. J'ai travaillé lentement et avec précaution.
La feuille est fine et se brûle facilement. Il faut être précis. À midi, j'avais fini de le découper. 3 morceaux. Un peu irrégulier sur les bords, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que ce soit à la bonne taille. Passons maintenant au support. Il faut fixer les écrans à une certaine distance du blindage, environ 30 cm, peut-être 40. Sedov fit le tour du char. Il imagina comment les écrans seraient fixés. Il y avait 5 supports sur le côté et 4 à l'arrière. Les supports peuvent être fabriqués à partir d'une cornière ou d'un tube. Le tube est préférable. Il est plus résistant et plus facile à cintrer. Sedov retourna auprès de Pronin. « Avez-vous un tuyau en acier ?» Pronin en avait déjà assez de ces demandes. « Sedov, tu es en train de me ruiner. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Son diamètre est de 25 à 30 mm, environ 15 mètres. Pronin se gratta l'arrière de la tête. « Oui, ça vient de l'ancien système de refroidissement, mais il est tordu. » « Pas de problème, je vais le réparer. » Pronin montra le tuyau. Il était effectivement tordu. Mais l'acier était de bonne qualité. Sedov le prit et le traîna jusqu'au réservoir. J'ai commencé à cintrer les supports. J'ai chauffé le tuyau au chalumeau, je l'ai cintré sur le coude. Ensuite, je l'ai coupé en morceaux de la longueur voulue. Enfin, je l'ai soudé en angle. Les supports ainsi obtenus avaient la forme d'un L. Un côté mesurait 30 cm, l'autre 15. Le côté court était orienté vers le réservoir, le côté long à l'opposé. La grille était fixée sur le côté long. Le soir de nu, il avait fabriqué 14 supports. Il avait mal au bras et au dos, mais il continua. Maintenant, soudez les supports au réservoir. Sedov alluma le poste à souder. Il mit son masque. Il commença à souder. La première patte de fixation. La deuxième. La troisième. La soudure se déroulait mal. Le blindage du char était durci, l'électrode collait. La soudure était irrégulière. Mais Sedov n'abandonna pas. Il souda, nettoya, puis ressouda. À la tombée de la nuit, j'avais soudé les 14 supports. 5 de chaque côté, 4 à l'arrière. Il ne reste plus qu'à fixer les écrans. Mais il y a un problème. Les écrans sont lourds. Une seule personne ne peut pas les porter. Il faut de l'aide. Sedov regarda autour de lui. Le parc était désert. Tout le monde était parti dîner. Il avait faim lui aussi. Mais il devait d'abord terminer. Installer au moins un écran. Vérifier le rendu. Il tenta de soulever l'écran de gauche. Il était lourd, environ 20 kilos. Il l'appuya contre les supports et le tint d'une main. De l'autre, il essaya de le souder, en vain. L'écran se déforma et tomba. Sedov jura. Il jurait rarement. Mais là, il ne put s'en empêcher. « Laissez-moi vous aider. » Sedov se retourna. Mecheriakov se tenait derrière lui. « Camarade sergent-major, je n'ai pas entendu. » Je me suis approché discrètement, dit Mecheriakov en observant le char. Les supports, les grilles. C'est ça, votre protection contre les Panzerfaust ? Oui, je viens de commencer. Ce n'est pas encore prêt. Mecheriakov fit le tour du char. Je tâtais le support, je tirais, fermement. C'est une idée intéressante, a-t-il dit. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas, je dois vérifier. Et comment comptez-vous le tester ? Avec un Panzerfaust ? Sedov n'y avait pas pensé. Franchement, comment pourrait-il vérifier ? Ils n'ont aucun fausse patronne. Ils en ont capturé, certes, mais qui va les laisser les utiliser pour des expériences ? J'y réfléchirai plus tard. Pour l'instant, il faut le faire. Mais Mecheriakov acquiesça. Allez, j'ai compris, c'est toi qui cuisines. À nous deux, on a accéléré le processus. Mecheriakov tenait l'écran, Sedov le soudait. Il a fait un point de soudure en 4 endroits, puis l'a soudé sur toute la longueur. La soudure était irrégulière, mais solide. Ils reculèrent et observèrent. L'écran était suspendu devant, sur le côté gauche. Il se trouvait à 35 cm de l'armure. Fin. Presque immatériel. C'était étrange. Comme un rideau, a dit Mecheriakov. Oui. Et cela arrêtera le Faust patronne ? En théorie, oui. Le jet cumulatif frappera l'écran et le traversera. Mais il se dissipera, perdra de l'énergie et atteindra le blindage principal, déjà affaibli.
Il ne le pénétrera pas. Metcheriakov s'est gratté le menton. Et si ça ne se dissipe pas? Alors ça ne marchera pas, a dit Sedov en haussant les épaules. Mais je pense que si. Pourquoi pensez-vous cela? Sedov marqua une pause. Pourquoi était-il si sûr de lui? D'où lui venait cette confiance? Il n'était ni ingénieur, ni concepteur, juste mécanicien. Mais il le sentait. Le métal le lui disait. Ça marcherait. Je le sens tout simplement, a-t-il dit. Metcheriakov sourit. Eh bien, vous êtes incroyable. Vous le sentez. Comme une voyante. Mon père m'a appris à écouter du métal. Écoute, dit Metcheriakov en lui tapotant l'épaule. Je vais dîner. Tu viens? Plus tard, il faut installer 2 autres écrans. Aide? Non, merci, je peux m'en occuper moi-même. Metcheriakov partit. Sedov resta seul. Silence. Gel. La lune se leva. Tout était argenté sous sa lumière. Sedov travaillait. Il soudait le 2e écran, le côté tribord, puis le 3e, la poupe. J'ai terminé à minuit. Je me suis éloigné et j'ai contemplé mon travail. Le char se tenait étrangement, comme dans une cage. De fines plaques d'acier pendaient autour de la coque, à distance. Leur utilité restait obscure. Sedov sourit. Demain, tout le monde rira. Sedov est devenu fou. Un char d'assaut en jupe, un potager sur des chenilles. Laissez-les rire. L'essentiel, c'est que ça marche. Il se rendit à la caserne. Il s'allongea. Il s'endormit aussitôt. Il fit un rêve étrange. Il se tenait devant une usine, à Toula. Son père était tout près. Il lui dit « Bravo, fiston, tu fais ce qu'il faut. On ne trompe pas le métal. » Sedov se réveilla en sursaut en hurlant. « Sedov! Sedov, lève-toi !» Il ouvrit les yeux. Metcheriakov se tenait au-dessus de lui. Son visage était soucieux. « Ce qui s'est passé ? Le capitaine Rogov souhaite vous voir, de toute urgence. » Sedov se leva d'un bond. Le capitaine Rogov, commandant de la compagnie de réparation. Un homme strict, un homme de discipline. S'il convoquait quelqu'un, c'était que quelque chose de grave s'était produit. Sedov s'habilla. Il courut jusqu'au siège de l'entreprise. Il entra et se mit au garde à vous. « Camarade capitaine, le sergent-chef Sedov est arrivé conformément à vos ordres. » Rogov était assis à table. Devant lui, un verre de thé et une cigarette. Il fixa Sedov longuement, en silence. « Sedov, est-ce vous qui avez soudé une sorte de structure sur le char TO-47 hier ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi ?»« Je fais des expériences, camarade capitaine. J'essaie de créer une protection contre les Panzerfaust. »« Sur ordre de qui ?»« De ma propre initiative. » Rogov prit une bouffée et expira la fumée. « Sedov, comprenez-vous que toute modification non autorisée de la conception d'un véhicule de combat constitue une infraction ? » « Je comprends, camarade capitaine, mais... » « Mais quoi ?» Sedov serra les poings. Devait-il dire la vérité ? Devait-il avouer qu'il en avait assez de voir des gens mourir, qu'il fallait agir, que le commandement restait silencieux tandis que les Panzerfaust fauchaient les équipages de chars ? Non, ce n'est pas correct. Cela ressemblerait à une critique, et critiquer le commandement est un crime. « Mais je voulais aider, a-t-il dit. Les pertes sont énormes. Je pensais que ma méthode pourrait peut-être fonctionner. » Rogov resta silencieux. Il fumait. Il réfléchissait. « Le commandant Kromov a vu votre projet, dit-il finalement. Il a ri. Il a dit « Sedov a décidé d'habiller le char de dentelle. » Les autres officiers ont ri aussi. Ils ont dit que c'était absurde, qu'une fine plaque de métal ne servirait à rien, qu'un Panzerfaust la transpercerait quand même. Sedov resta silencieux. « Mais je n'ai pas ri, a poursuivi Rogov. Je me suis dit, et s'il a raison ? Et si ça marche ? On n'a rien à perdre à essayer. Et si on gagne ? » Il se leva, il alla à la fenêtre, il regarda le parc. « Sedov, je te laisse continuer, mais à certaines conditions. Premièrement, tu travailles sur ton temps libre, sans empiéter sur tes heures de travail principales. Deuxièmement, tu coordonnes le matériel avec le sergent-major Pronin. Troisièmement,
Une fois terminé, fais-moi un rapport. On fera un essai. Si ça marche, tant mieux. Sinon, tu démontes tout et tu n'y penses plus. Oui, camarade capitaine. Gratuit. Sedov est sorti. Il souriait. Ils m'ont donné la permission. Ça veut dire que je peux travailler. Il courut jusqu'au parc, vers le bassin. Il en fit le tour. Tout était en place. Les écrans étaient accrochés, les supports les maintenaient. Mais ça ne suffit pas. 3 écrans ne suffisent que pour un seul char. Il nous en faut plus. Il faut couvrir tous les points faibles. Sedov se mit au travail. Jour, nuit, jour. Fabrication de nouveaux supports, découpe de l'acier, soudure, installation. 2 jours plus tard, le char était entouré de grillages de tous côtés. Les côtés, l'arrière, même une partie de la tourelle était recouverte. Cela paraissait ridicule. Mais Sedov s'en fichait. L'essentiel, c'était la protection. Passons maintenant au test. Mais comment ? Il n'existe pas de Faust patronne. Le tirer d'un canon ? Mais un canon, c'est différent. Il utilise un projectile cinétique. Un Faust patronne, en revanche, utilise une charge creuse. Sedov réfléchit et se souvint. Il y avait des grenades allemandes dans le dépôt d'armes prises comme trophée. Des grenades anti-chars. Pas des Panzerfaust, mais aussi des grenades à charge creuse. Peut-être devrait-il en demander ? Il alla voir le capitaine Rogov. « Camarade capitaine, puis-je emprunter une grenade au dépôt de trophée pour faire des essais ?» Rogov fronça les sourcils. « Quelle grenade ?»« Anti-char, allemand, hit. Je veux voir si mon écran pourra l'arrêter. » Rogov y réfléchit. « C'est dangereux. » « Oui, mais il n'y a pas d'autre moyen de vérifier. » « Et si ça ne marche pas ? La grenade explosera et c'est tout. Alors il sera évident que la méthode ne fonctionne pas. Et je démonterai les écrans. » Rogov resta silencieux. Puis il hocha la tête. « D'accord, je donne mon autorisation. Mais les tests doivent être effectués sous ma supervision et loin du parc, sur le terrain d'essai, compris ? » « Oui, monsieur. » Le lendemain, 19 janvier, Sedov conduisit un char blindé jusqu'au terrain d'entraînement. Il se trouvait à 3 km de la brigade. Un champ désert, de la neige, une forêt au loin. Le capitaine Rogov arriva. Il était accompagné du commandant Kromov, chef du bataillon de chars, et de quelques autres officiers, environ 5. Tous voulaient assister au cirque de Sedov. Le commandant Kromov était un homme corpulent d'une 40aine d'années. Son visage était rouge, sa voix était forte. Il aimait boire et se moquer des idées des autres. « Qu'est-ce que c'est que ça, Rogov ?» Kromov désigna le char. « Vous êtes sérieux ? C'est ça la défense ? Sedov pense que ça va marcher. »« Sedov ?» s'exclama Kromov en riant. « Un mécanicien ? Eh bien les gars, on a fait du chemin. Les mécaniciens sont maintenant des designers. » Les autres officiers rirent aussi. Seul Rogov garda le silence. Sedov se tenait à proximité, les poings serrés, silencieux. Qu'ils rient, ils comprendront dans un instant. Ils avaient apporté une grenade. Une Haftoladung allemande. Une grenade anti-char magnétique. Une charge creuse. Elle pénètre 140 mm de blindage. Sedov prit la grenade. Elle est lourde, environ 3 kg. Il y a des aimants en dessous. Elle adhère au gilet pare-balles. « Où allons-nous le fixer ?» demanda Rogov. « À bord, à l'écran. »« À l'écran ?» ricana Kromov. « Elle va le réduire en cendres en un clin d'œil. »« On verra », a déclaré Sedov. Il s'approcha du char. Il plaça une grenade sur le flanc gauche. Les aimants la maintinrent fermement. Il retira la goupille. La mèche s'enflamma. 4 secondes et demie. Sedov a couru et a sauté dans une tranchée située à 50 mètres de là. Explosion. Un rugissement. Une vague m'a frappé la poitrine. Des boules de neige volaient dans tous les sens. De la fumée. Sedov regarda hors de la tranchée. Le char resta immobile. La fumée se dissipa. Sedov est sorti et a couru jusqu'à la voiture. Derrière lui se trouvent les officiers. Ils sont venus. Sedov regarda l'écran. Un trou. De la taille d'une paume. Les bords étaient irréguliers.
Le métal était carbonisé. Mais ceci est un écran. Et l'armure? Sedov jeta un coup d'œil derrière l'écran et observa le blindage principal de la coque. Une éraflure, légère, environ 2 mm de profondeur. La peinture s'écaille, le métal est légèrement fondu. Mais il n'y a pas de trou, aucune perforation. Ça a marché. Sedov expira. Ses mains tremblaient. « Regardez !» cria-t-il. « L'armure est intacte. » Les officiers se pressèrent autour. Ils observèrent. Le commandant Kromov toucha le blindage. Il passa le doigt sur l'égratignure. Il resta silencieux. Rogov regarda Sedov. « Tu avais raison. » Kromov se redressa. Son visage devint grave. « Rogov, ça marche. Je n'y croyais pas, mais ça marche. » « Oui, camarade-major. Il faut faire un rapport au commandant de brigade, de toute urgence. Si cela protège contre les Panzerfaust... » Kromov regarda le char. « Combien de temps faudra-t-il pour équiper tous les véhicules du bataillon ?» Sedov pensa. « 2 jours pour un char. Nous avons 30 véhicules dans notre bataillon ? 28 prêts au combat. Cela signifie 56 jours, presque 2 mois. Si vous travaillez seul. Et s'il y a 10 personnes ? 6 jours. Kromov acquiesça. Rogov, assigne des hommes à Sedov. 10 des meilleurs mécaniciens et soudeurs. Du matériel, tout ce qu'il faut. Travaillez jour et nuit. D'ici 1 semaine, tous les chars du bataillon doivent être équipés. Compris ? Oui, monsieur, camarade-major. Kromov tapota l'épaule de Sedov. Sedov, je me suis trompé. Je suis désolé. Tu es formidable. Un type vraiment formidable. Sedov ne sut que répondre. Il se contenta d'acquiescer. Les officiers partirent. Sedov resta, seul, avec un char, avec son char, qui était désormais invulnérable. Il s'assit sur l'armure. Il sortit une cigarette. Il l'alluma. Ça a marché. Son idée a fonctionné. Une simple et fine plaque d'acier a stoppé le jet cumulatif. Sedov leva les yeux au ciel. Gris. Les nuages s'amoncelaient. La neige allait bientôt tomber. « Père, murmura-t-il, tu avais raison. Le métal ne ment pas. » Le vent soufflait, froid, mordant. Sedov termina sa cigarette. Il se leva, il s'approcha du char. Il caressa le blindage. La grille était percée. Ce n'est que le début. Il doit maintenant équiper tous les véhicules. 28 chars. Un travail colossal. Mais il peut y arriver. Ils peuvent y arriver. Car maintenant, ils ont une chance. Une chance de survie. Pendant les 6 jours suivants, Sedov ne dormit pas. Il mangea à peine. Il travailla sans cesse. L'équipe comptait 10 personnes. Des soudeurs, des mécaniciens. Les meilleurs. Sedov leur a montré comment fabriquer des supports, comment découper des moustiquaires, comment fixer et comment souder. Ils travaillaient par équipe de 3. Sans interruption. Jour et nuit. Les lampes de soudage ne s'éteignaient jamais. Pronin utilisa tout l'acier dont il disposait. Il n'y en avait pas assez. Sedov trouva une solution. Il utilisa de vieux rails. Il les découpa, les redressa et les souda pour en faire des plaques. Le 25 janvier, 22 chars avaient été équipés. Il en restait 6 à équiper. 26e, tous les 28. Sedov fit le tour du parc. Il contempla son travail. 2 douzaines de chars équipés de grilles. Étrange. Inhabituel. Mais protégé. Metcheriakov s'est approché et m'a tapoté dans le dos. Sedov, tu l'as fait. Tous les chars sont prêts. On l'a fait. Je ne suis pas le seul. Oui, enfin, mais c'était votre idée. Metcheriakov alluma une cigarette. Ils iront au combat demain. On verra bien. Sedov acquiesça. Demain, combat, test. Si ça marche, on sauvera des vies. Sinon, mieux vaut ne pas y penser. Sedov ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé là. Il regarda le plafond. Il réfléchit. Et si ça ne marche pas ?
Et si les résultats sont différents au stand de tir et au combat? Et si les obus du Panzerfaust traversent les écrans? Alors ce sera de sa faute. Il a convaincu le commandement, il leur a donné de faux espoirs. Non, c'est impossible. Ça fonctionne. On ne peut pas tromper les lois de la physique. Le jet cumulatif se dissipe. Il doit se dissiper. Sedov ferma les yeux. Il essaya de s'endormir. Il n'y parvint pas. Il se leva, s'habilla, partit. Un parc. Des chars sont alignés. Gris au clair de lune. Des écrans sur les côtés. Sedov s'approcha du plus proche, toucha l'écran. Du métal froid. Fin, mais salvateur. « Vous devez les protéger », murmura Sedov. « Vous m'entendez ? Protégez-les. » Le métal était silencieux. Mais Sedov le sentait. Le métal le comprenait. Il retourna à la caserne. Il s'allongea et s'endormit aussitôt. Il rêva de nouveau de son père, de l'usine, du tour et de ces mots. « Écoute le métal, mon fils. Il te dira la vérité. » La vérité était simple. Demain dirait s'il avait raison. Le 27 janvier, 5h30 du matin. Sedov se réveilla au rugissement des moteurs. Les chars démarraient. C'était l'attaque. Königsberg, périphérie ouest, quartier de Juditen, lourdement fortifié. Des Allemands étaient dans chaque maison, des Panzerfaust à chaque fenêtre. Sedov s'habilla. Il sortit. Le parc bourdonnait d'activité, de la fumée, une odeur de gazole. Les camions-citernes vérifiaient leurs véhicules. Les commandants donnaient les dernières instructions. Le capitaine Rogov se tenait près de la voiture d'état-major. Il aperçut Sedov et l'appela. « Sedov, on va vraiment tester tes écrans aujourd'hui. 4 chars équipés d'écrans iront en première ligne. Les autres iront en deuxième ligne. Si les premiers tiennent le coup, on enverra les autres. » « Compris, camarade capitaine. » « Priez pour que ça marche. »« Je ne prie pas, camarade capitaine. Mais j'espère. » Rogov sourit. « Alors espérez plus fort. » La colonne se mit en marche à 7h. 28 chars. 4 véhicules équipés de blindages Sedov ouvraient la marche. Parmi eux se trouvait le char du lieutenant Belov, un commandant expérimenté de 27 ans, engagé dans les combats depuis 1942 et à qui l'11 chars allemands avaient été détruits. Sedov regarda passer la colonne. Les chars tournèrent au coin de la rue et disparurent. Seul le grondement de leur moteur demeura. Puis, lui aussi s'estompa. Silence. Sedov se rendit dans sa chambre. Il s'assit sur sa couchette. Il attendit. L'attente était le plus difficile. Ne pas savoir ce qui se passait. Ne rien voir. Juste imaginer. Il l'imaginait. Des chars d'assaut sillonnant les rues, des ruines, des Allemands cachés, attendant. Leur Panzerfaust pointé. Un coup de feu, une grenade vole, frappe l'écran. Et alors, ça va marcher? Ou pas? Sedov serra les poings et attendit. Le temps s'éternisait. 1 heure, 2. À 9h30, le messager arriva en courant. « Sedov! Sedov, vite! Au capitaine !» Sedov se leva d'un bond. Il courut. Son cœur battait la chamade. Quelque chose s'était passé. Bon ou mauvais? Il fit irruption au quartier général. Rogov était assis à la table. Le commandant Kromov était à côté de lui. Tous deux souriaient. « Sedov !» Kromov se leva. « Vous êtes un génie. Ça marche. Belov vient de le signaler par radio. 3 impacts de Panzerfaust. 3, et pas une seule pénétration. Les écrans tiennent bon. » Sedov n'en revenait pas. Il demanda à nouveau. « Vraiment? 3 coups sûrs ?»« Exactement. 1 sur le côté, 2 à l'arrière. Les grilles de blindage sont percées, mais le blindage principal est intact. L'équipage est sain et sauf, le char est opérationnel. » Sedov expira. Ses jambes fléchirent. Il s'agrippa à la chaise. « Vous êtes sérieux ?»« Absolument, » répondit Rogov en s'approchant et en passant son bras autour des épaules de Sedov. « Sedov, vous avez sauvé ces gens. 4 équipages, 16 personnes.
Ils sont en vie grâce à vous. » Sedov ne savait que dire. Il resta silencieux. Il avait la gorge nouée. Kromov a poursuivi. « Belov a dit que les Allemands sont sous le choc. Ils tirent et les chars arrivent. Ils tirent encore et les chars arrivent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nos gars ont déjà nettoyé 3 maisons. Perte, 0. 0, Sedov, tu comprends ?» Sedov hocha la tête. Il avait compris. « On équipe tous les chars en ce moment », a déclaré Rogov. « Toute la brigade, 120 véhicules. Sedov, tu seras responsable. Organise le travail. Je fournirai autant d'hommes que nécessaire. On trouvera le matériel. »« Oui, camarade capitaine. » »« Gratuit. » Sedov sortit. Il traversa le parc. Le soleil brillait, le froid s'intensifiait. Mais il avait chaud. Sa poitrine le brûlait. Ça a marché. Son idée a fonctionné. Des gens sont en vie. Il s'assit sur la boîte. Il sortit une photo. Père, sœur Nina. Père, murmura-t-il. Je l'ai fait. Je les ai protégés. Ses yeux le piquaient. Sedov renifla, il rangea la photo. Mecheriakov s'approcha. Il s'assit silencieusement à côté d'elle. Il lui tendit une flasque. « Tiens, bois un coup, à la réussite. » Sedov prit une gorgée. L'alcool lui brûla la gorge. Il toussa. Ils restèrent assis en silence. 2 soldats, en pleine guerre. Mais à cet instant précis, heureux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont gagné. Pas les Allemands. La mort. Ils ont trompé la mort. La colonne revint à 2 heures de l'après-midi. Les chars vrombissaient. Les chenilles cliquetaient. Les moteurs diesel rugissaient. Sedov se tenait à l'entrée du parc. Il regarda les voitures. Il compta les trous dans les moustiquaires. Le premier char est celui de Belov. Il y a un trou de la taille d'un poing sur le côté gauche. 2 trous à l'arrière. Les grilles sont percées. Mais le char est intact. L'équipage en est sorti, sain et sauf, en riant. Belov sauta de son armure. Il aperçut Sedov. Il s'approcha et le prit dans ses bras. « Sedov, mon frère, tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. » Sedov était désemparé. Il n'était pas habitué à de tels mots. « Je viens de trouver quelque chose. »« Je l'ai inventé. » Belov éclata de rire. « Tu ne l'as pas inventé. Tu nous as sauvés. 6 fois. 6 fois, ils nous ont tiré dessus. 6 fois, j'ai pensé, ça y est, on va brûler. Mais ton fer a tenu bon. Ils ont tenu bon, tu comprends ? Les autres pétroliers se rassemblèrent autour. Ils regardèrent Sedov, reconnaissant, respectueux. « Sedov, merci, » dit le jeune mécanicien. Le soldat Sidorchuk, 20 ans. « J'ai été touché au flanc. J'étais déjà en train de dire adieu. Mais le blindage a tenu bon. Je suis vivant. »« Moi aussi, » ajouta un autre. « Un Panzerfaust a touché la poupe. J'ai cru que le moteur allait exploser. Mais non, c'est le pare-brise qui a encaissé le choc. » Sedov écoutait, silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Mecheriakov s'avança. La foule se dispersa. Sedov s'approcha du char de Belov. Il examina les impacts. 3 trous dans les grilles, de part en part. Les bords étaient fondus. Mais le blindage principal était intact. Juste des éraflures, légères. Environ 3 mm de profondeur. Sedov sourit. Ça marche vraiment. Il se mit au travail. Il enleva les grilles endommagées, il en souda de nouvelles, il les installa. Le soir venu, les 4 réservoirs étaient de nouveau opérationnels. Les jours suivants se déroulèrent de la même manière. Attaque, combat, retour, réparation. Les chars protégés par les écrans Sedov sont passés en premier. Ils ont essuyé les tirs des Panzerfaust. Et ils ont survécu. En 1 semaine de combat, 28 impacts. Aucune pénétration. Aucun membre d'équipage tué. Les Allemands ne comprenaient pas. Ils tiraient plus souvent, ils tiraient de plus près. Mais les chars continuaient d'avancer, invulnérables.
Sedov travaillait sans relâche. Il remplaçait les moustiquaires, en soudait de nouvelles et aidait les autres équipes à équiper leurs véhicules. Le 1er février, le colonel Savchenko, commandant de brigade, s'approcha de lui. Un homme de grande taille, des cicatrices au visage, l'ordre du drapeau rouge sur la poitrine. « Sedov, le camarade Staline a eu vent de votre invention. L'ordre est venu d'équiper tous les chars du front. Vous serez consultant. Vous parcourrez les brigades, vous les formerez. » « Oui, camarade colonel. » Savchenko tendit la main. « Tu es un héros, Sedov. Un vrai héros. » Sedov lui serra la main. « Je ne suis qu'un mécanicien, camarade colonel. Je fais mon travail. » Savchenko a ri. « Nous n'avons pas beaucoup de mécaniciens comme vous. Prenez soin de vous. » Sedov acquiesça. Le colonel partit. Sedov resta, seul, au milieu du parc, parmi les chars. Ses propres chars. Il leva les yeux au ciel. Février. Le printemps arrive. La victoire approche. Peut-être. Sedov sortit une photo et regarda son père. « J'ai fait ce que j'ai pu, » murmura-t-il. « Maintenant, laissons les autres faire ce qu'ils ont fait. » J'ai supprimé la photo et je suis allé travailler. Parce que la guerre n'est pas encore finie. Et il y a beaucoup de travail. Mais maintenant, au moins, ils avaient une chance. Une chance de survivre. Ce soir-là, les équipages de chars se rassemblèrent autour du feu de camp. Une vingtaine d'entre eux. Commandants, mécaniciens, artilleurs. Ceux qui étaient partis au combat dans des véhicules équipés de blindage Sedov. Sedov était assis à l'écart, en train de réparer une machine à souder. Le contact s'était desserré. Il fallait le ressouder. « Sedov !» appela Belov. « Viens ici !» Sedov leva la tête. « Je suis occupé. »« Allez, vas-y. » Sedov soupira. Il posa l'appareil photo. Il s'approcha du feu et s'assit sur une bûche. Belov lui tendit une tasse. Du thé. Chaud. Sucré. « Pour toi, Sedov. Pour ta tête. » Tout le monde leva sa tasse. « Pour Sedov !» Nous avons bu. Du Sedov aussi. Chaud. Sucré. Bon. Metchariakov alluma une cigarette et souffla la fumée vers le ciel. « Sedov, dites-moi, comment vous est venue cette idée, à propos de ces écrans ?» Sedov haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je réfléchissais. J'ai regardé les chars détruits. J'ai vu comment fonctionnait le jet de charge creuse et je me suis dit, il faut l'arrêter. Le disperser. »« Pourquoi à distance ?» demanda le jeune mécanicien Sidorchuk. « Pourquoi ne pas le souder directement sur le blindage ?»« Une charge creuse fonctionne d'une manière particulière, » expliqua Sedov. « Elle a besoin de distance pour que le jet se forme. Si un Panzerfaust explose juste à côté du blindage, le jet n'aura pas le temps de se former. Il explosera instantanément. Il pénétrera tout de même, mais avec moins de puissance. En revanche, à distance, le jet se forme et frappe avec précision. J'ai donc pensé, laissons-le se former. Mais laissons-le d'abord heurter l'écran. Ensuite, il se dissipera. Et alors, rien n'atteindra le blindage principal. » Astucieux, acquiesça Belov. Sacrément astucieux. « Mon père me l'a appris, » a déclaré Sedov. Il disait, « On ne trompe pas le métal. Écoutez-le et vous comprendrez. » Ils se turent. Le feu crépita. Des étincelles jaillirent dans le ciel noir. « Tu sais quoi, Sedov ?» dit Metchariakov. « Tu nous as sauvé la vie. Pas une, pas deux, des dizaines, peut-être des centaines. Parce que si tes écrans n'avaient pas fonctionné, nous ne serions plus là. Ces maudits Panzerfaust nous auraient tous tués. » Sedov resta silencieux. Il se sentait mal à l'aise en entendant de tels mots. « Vous êtes un héros », a ajouté Sidorchuk. « Un vrai. »« Je ne suis pas un héros », objecta Sedov. « Je suis mécanicien. Je voulais juste aider. »« C'est précisément pour cela que tu es un héros », a déclaré Belov. « Pas pour les médailles, pas pour la gloire, mais parce que tu as voulu aider. Et tu l'as fait. » Sedov regarda le feu. Les flammes dansaient. Il faisait chaud. Chaud. Il se souvenait de Morozov. Gouriev. De tous ceux qui étaient morts avant qu'il n'invente les écrans. S'il y avait pensé plus tôt, peut-être serait-il encore en vie. Non, on ne peut pas penser comme ça.
On ne peut pas faire revenir le passé, on ne peut changer que l'avenir. Et il a changé. Le 2 février, le général de division Oslikovski, commandant du corps des chars, arriva. Sedov fut convoqué pour le rencontrer. Le général se tenait près de la carte, étudiant la ligne de front. Il entendit des pas. Il se retourna. « Sergent-chef Sedov ?»« Oui, monsieur, camarade général de division. » Oslikovski s'est approché et lui a serré la main. « J'ai lu les rapports. Vos écrans constituent une avancée majeure, une véritable avancée. En janvier, les pertes dues au Panzerfaust dans votre brigade ont été réduites de 70%. 70%. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Sedov resta silencieux. Cela signifie que nous avons perdu 6 chars au lieu de 20. 15 équipages de chars morts au lieu de 50. Vous avez sauvé 35 vies. En un mois. Dans une seule brigade. Le général sortit un papier de sa poche et le déplia. J'ai envoyé un télégramme au quartier général. J'ai proposé d'équiper toutes les unités blindées du 3e front biélorusse. J'ai reçu l'autorisation. Sedov, vous ferez le tour des brigades. Vous formerez, vous ferez des démonstrations, vous organiserez. Vous aurez une équipe d'assistants, 10 personnes. Les meilleurs soudeurs et mécaniciens. Nous devons équiper 300 chars en un mois. Pouvez-vous relever le défi ? Oui, monsieur. Excellent. Commencez demain. Voici la liste des brigades, dit le général en lui tendant le document. La première est la 144e brigade blindée, à 30 km d'ici. Vous partirez avec elle. Le matériel sera distribué sur place. Mangez. Encore une chose, dit le général après une pause. Je vous ai proposé pour une distinction, l'ordre de l'Étoile rouge. Pour votre ingéniosité et pour avoir sauvé la vie de vos camarades. Vous la méritez. Sedov ne savait pas quoi dire. Un ordre ? Le sien ? Je faisais simplement mon travail, camarade général de division. Exactement. Vous avez fait votre travail. Vous l'avez bien fait. Continuez comme ça. Vous êtes libre de partir. Sedov sortit. Il traversa le parc. Il avait la tête qui tournait. Un ordre. 300 chars. Un groupe d'assistants. Tout cela semblait irréel. Il y a à peine un mois, il n'était qu'un simple mécanicien. Il réparait des chars. Il faisait des vidanges. Et maintenant, sa méthode est utilisée sur tout le front. J'ai rencontré Mecheriakov à la caserne. Alors, Sedov, qu'a dit le général ? Il m'a donné un ordre. Et il a aussi dit que nous allions équiper 300 chars. Mecheriakov siffla. 300 ? Waouh ! Sedov, vous êtes une célébrité maintenant. Je n'ai pas besoin d'être une célébrité, a murmuré Sedov. J'ai besoin de travailler. Eh bien, au travail, lui dit Mecheriakov en lui tapotant l'épaule. Et nous t'aiderons. Sedov passa les 3 semaines suivantes à parcourir les brigades. Il commandait un groupe de 10 hommes. Le sergent-major Mecheriakov, le soldat Sidorchuk et 8 autres soudeurs et mécaniciens. Nous avons rendu visite à l'équipe. Sedov nous a expliqué les principes. Il nous a montré les plans. Il nous a expliqué comment couper l'acier, plier les supports et souder les grilles. Les premiers jours furent difficiles. Tout le monde ne nous croyait pas. Il riait. Pourquoi avons-nous besoin de tout cet équipement ? Nous avons déjà un blindage solide. Mais ensuite, des rapports sont arrivés des unités où les écrans étaient déjà opérationnels. Des chiffres, des faits, une réduction des pertes. Et les sceptiques se sont tus. Fin février, 240 chars étaient équipés. Il en manquait 60 pour atteindre les 300. Mais il n'y avait plus de matériaux. L'acier était épuisé. Sedov n'a pas baissé les bras. Il a cherché d'autres solutions. Il a trouvé de vieux rails de chemin de fer dans des entrepôts. Ils les ont coupés, redressés et soudés en plaques. C'était difficile et long, mais ça a fonctionné. Le 10 mars, les 300 chars étaient tous équipés. Le général Oslikovski a envoyé une lettre de remerciement, officielle, avec un sceau. Sedov l'a mis dans sa poche, à côté de la photo de son père. Le 15 mars, un correspondant d'un journal de première ligne est arrivé. Il souhaitait interviewer Sedov et écrire un article. Sedov a refusé. « Je n'ai pas besoin d'un article. »« Mais camarade Sedov, le peuple doit savoir.
Votre exploit... Ce n'est pas un acte héroïque, interrompit Sedov. J'ai simplement trouvé un moyen de me défendre, c'est tout. Écrivez plutôt sur les équipages de chars, sur ceux qui partent au combat chaque jour. Ce sont eux les héros. Et moi, je ne suis qu'un mécanicien. Le correspondant a insisté. Sedov est parti. Il ne voulait pas parler. Mechariakov a alors demandé « Sedov, pourquoi faites-vous cela ? Il y aurait eu un article, tout le monde l'aurait su. » « Je n'ai pas besoin que tout le monde le sache, » dit Sedov en tirant une bouffée de sa cigarette. « L'essentiel, c'est que les équipages des chars soient en vie. Le reste n'a aucune importance. » Mechariakov secoua la tête. « Vous êtes un homme étrange, Sedov. Vous n'êtes pas comme les autres. »« Mais il est vivant, » a gloussé Sedov. En avril, ils prirent d'assaut Königsberg. Une ville fortifiée, des blocos en béton, des passages souterrains, des fausse-niques dans chaque cave. Les chars protégés par les écrans de Sedov sont partis en avant. Ils ont encaissé les coups. Et ils ont survécu. En 4 jours d'assaut, 82 impacts de Panzerfaust furent enregistrés. 17 chars eurent leur blindage endommagé. Mais tous reprirent du service. Aucune perforation du blindage principal ne fut constatée. Les pertes humaines dans les unités de chars ont été minimes. 4 hommes ont été blessés. Aucun décès. Ce fut un triomphe. Le 9 avril, Königsberg capitula. La garnison se rendit. L'assaut était terminé. Les équipages des chars ont fêté ça. Ils ont bu du schnapps capturé, ils ont chanté, ils se sont embrassés. Sedov était assis près de son char. Il regarda les grilles. Elles étaient toutes criblées de trous. Elles étaient toutes abîmées. Mais elles avaient fonctionné. Elles l'avaient protégé. Belov s'est approché et s'est assis à côté de moi. « Sedov, savez-vous combien nous sommes ici maintenant ?»« Non. » « 112 tankistes de notre brigade, tous sains et saufs, grâce à vous. » Sedov le regarda. « Pas seulement grâce à moi. Grâce à vous aussi. Vous vous battez bien. »« On se bat, » dit Belov en allumant une cigarette. « Mais sans vos écrans, on serait une 50aine ici, si on avait de la chance. Vous comprenez ?» Sedov comprit. Belov lui donna une tape sur le genou et se leva. « Merci Sedov, de notre part à tous. » Il est parti. Sedov s'est retrouvé seul. Il sortit une photo, la regarda. Père, sœur Nina. Je me demande s'ils sont encore en vie. La guerre sera bientôt finie. Peut-être les retrouvera-t-il? Les verra-t-il? Sedov l'espérait. Le 20 avril, un ordre arriva. Sedov fut convoqué à Moscou, au commissariat du peuple à la production de chars. Sa méthode fut intégrée aux instructions officielles de modernisation des chars. Sedov ne voulait pas y aller. La guerre n'était pas encore finie, il y avait beaucoup de travail. Mais les ordres étaient les ordres. Arrivé à bord d'un avion militaire, un Li-2. 2 heures de vol. Moscou m'a accueilli sous la pluie. Au commissariat du peuple, il fut reçu par le commissaire adjoint du peuple. On lui offrit du thé, on l'installa à table et on lui montra les plans. « Camarade Sedov, votre méthode de blindage a été jugée efficace. Nous l'intégrons aux instructions. Tous les chars qui sortiront d'usine seront équipés de blindage selon votre méthode. » Sedov acquiesça. De plus, poursuivit le commissaire adjoint du peuple, nous prévoyons de créer une version plus avancée, utilisant des treillis. Au lieu de plaques solides, un treillis de tige, plus léger, plus simple, mais l'effet est le même. Du grillage ? Sedov réfléchit un instant. Ça pourrait marcher, si les barres sont assez épaisses et si l'espacement est adéquat. Nous allons y jeter un œil, nous allons le tester. Si ça fonctionne, nous le mettrons en œuvre. Acceptez-vous de nous consulter ? Accepté. Sedov a passé 3 jours à Moscou. Il a rencontré des ingénieurs, il leur a donné des explications, il a fait des démonstrations. Il a partagé son expérience. Les ingénieurs ont posé des questions. Beaucoup de questions. Sedov a répondu, simplement, à sa manière, sans jargon académique. Un ingénieur a déclaré « Camarade Sedov, vous n'avez pas fait d'études supérieures. Pourtant, vous pensez comme un véritable ingénieur. Comment faites-vous » Sedov haussa les épaules. « Mon père m'a appris.
à écouter du métal, à comprendre ce dont il a besoin. C'est probablement ce qui aide. L'ingénieur sourit. Peut-être devrions-nous tous apprendre à écouter du métal. La guerre s'est terminée le 9 mai. Sedov célébra la victoire à Berlin. La brigade atteignit la capitale allemande. Des chars furent stationnés devant le Reichstag. Les camions-citernes hurlaient. Ils tiraient en l'air. Ils s'étreignaient. Ils pleuraient. Sedov se tenait à l'écart. Il contemplait la ville détruite. Il réfléchissait. La guerre était finie. Il avait survécu. D'autres avaient survécu aussi. Beaucoup. Grâce à ces écrans. Combien de vies ont été sauvées? Il ne le savait pas exactement, mais il a compté. À peu près. 300 chars sont équipés. Chaque char a un équipage de 4 hommes. Cela représente 1200 hommes d'équipage. Si, sans les écrans, 70% des personnes seraient mortes, cela représente 840 personnes. Mais il y avait des écrans. Et seulement 30% sont morts. Ce qui fait 360. La différence est de 480 personnes. 480 vies. Sedov ferma les yeux. 480. Ce n'est pas qu'un chiffre. Ce sont des personnes. Chacune a une famille, une femme, des enfants, des parents, des rêves. Ils sont tous vivants. Grâce à un morceau d'acier. Grâce à une idée simple. Sedov ouvrit les yeux. Il regarda le ciel. Bleu, clair, paisible. « Merci, père, murmura-t-il. Vous m'avez appris à écouter. » Le vent soufflait. Chaud. Mais... La guerre est finie. Anatoly Petrovitch Sedov rentra chez lui en septembre 1945. À Tula, à l'usine, à mon père. Le père était vivant, les cheveux gris, âgé, mais vivant. Il serra son fils dans ses bras, silencieusement, fort. Longtemps, il ne le lâcha pas. Sœur Mina était également vivante. Elle s'est mariée et a donné naissance à une fille qu'elle a prénommée Anna. Sedov resta à Tula. Il retourna à l'usine. Il travailla comme tourneur, puis comme contremaître, puis comme chef d'atelier. Il parlait rarement de la guerre. Il n'aimait pas se remémorer le passé. Lorsqu'on interrogeait sur les écrans, il répondait brièvement. « C'est moi qui ai eu l'idée. Ça a marché. On a survécu. C'est l'essentiel. » Il conservait l'ordre de l'étoile rouge dans un tiroir de son bureau. Il ne l'exhibait pas. Il ne s'en vantait pas. Ils se sont mariés en 1947. Anna Sergievna, une institutrice, douce, calme. Ils ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Sedov a vécu longtemps. Il a travaillé à l'usine jusqu'à sa retraite. Puis il a passé 5 ans comme consultant. Il enseignait aux jeunes, leur parlait du métal, leur apprenait à l'écouter. Il est décédé en 1982, à Tula, chez lui, entouré de sa famille. Il avait 63 ans. Et son invention, alors? La méthode de blindage de Sedov fut utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Des milliers de chars T-34 furent équipés de ces blindages. Au début, ils étaient en tôle, puis en maille. L'effet restait le même, une protection contre les Panzerfaust. Après la guerre, la méthode fut étudiée, perfectionnée et améliorée. Dans les années 1950, des écrans anti-hit furent introduits sur les chars T-54 et T-55. Plus complexe, ils reposaient néanmoins sur le même principe, un écran placé à distance du blindage principal. Aujourd'hui, tous les chars modernes utilisent un blindage réactif, des blocs explosifs intégrés au blindage. Lorsqu'il est touché par un projectile à charge creuse, le bloc explose et perturbe le flux. Mais l'idée est la même, celle qu'un simple mécanicien a eue en janvier 1945. Sur un champ froid près de Königsberg, arrêter le jet cumulatif avant qu'il ne pénètre le blindage. Vous vous souvenez comment j'ai commencé en parlant du char du sergent-chef Belov, des 6 impacts de Panzerfaust, des 89 équipages de chars qui ont été secourus? Vous savez maintenant comment cela est devenu possible. Un morceau d'acier, 30 cm de distance, et un homme qui n'avait pas peur d'essayer.
Anatoly Sedov n'était pas un grand designer. Il n'a pas fait d'études supérieures, il n'a pas rédigé de thèse. C'était simplement un mécanicien. Mais il savait écouter. Écouter du métal, le comprendre. Et cela a sauvé des centaines de vies. La guerre regorge d'histoires de héros. De ceux qui se sont jetés dans les embrasures, de ceux qui ont percuté les avions ennemis, de ceux qui, à eux seuls, ont tenu bon face à des centaines d'ennemis. Ce sont de véritables héros. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux. Mais il existe d'autres héros, silencieux, invisibles. Ceux qui n'ont pas tiré, qui n'ont rien fait exploser, mais qui ont réfléchi, qui ont cherché des solutions, qui ont sauvé des vies non pas avec des armes, mais avec leur intelligence. Anatoly Sedov était l'un d'eux. Beaucoup de gens se sont rassemblés à ses funérailles en 1982. Des proches, des amis, des collègues de l'usine, et 15 autres hommes âgés. Des étrangers à la famille. Ils se tenaient à l'écart, silencieux, vêtus de vieilles tuniques militaires, avec des médailles sur la poitrine. Après les funérailles, ils se sont approchés de la veuve de Sedov. « Anna Sergeyevna, dit l'une d'elles, nous sommes des tankistes. Nous avons combattu en 1945, dans des véhicules équipés des écrans de votre mari. Il nous a sauvé la vie, à nous tous. Nous sommes venus vous dire adieu, vous remercier. » La veuve éclata en sanglots et serra l'homme dans ses bras. « Il ne me l'a jamais dit. Je ne savais pas. » « Il était modeste, dit un autre pétrolier en sortant de sa poche une vieille photo, en noir et blanc, usée. « Tenez, voici ma voiture, 1945. Vous voyez sur le côté? Des moustiquaires, les moustiquaires de Sedov. Grâce à elle, je suis rentré chez moi. Je me suis marié, j'ai élevé des enfants, j'ai vu mes petits-enfants. Tout cela, je le dois à votre mari. » La veuve a pris la photo. Elle a regardé attentivement. Un char, des écrans. Écrit à la craie sur le blindage « Merci, Sedov ». Elle serra la photo contre sa poitrine. « Puis-je le garder? Comme souvenir ?»« Bien sûr, c'est pour toi. Laisse-le rester dans la famille. » Les petits-enfants de Sedov conservent toujours cette photographie. Encadrée, à une place d'honneur. À côté d'elle se trouve l'ordre de l'Étoile rouge et une photographie de Sedov lui-même, jeune, en tunique. Le visage fatigué mais serein. Un homme qui écoutait du métal et qui a sauvé des centaines de... La guerre s'est terminée il y a 79 ans. Anatoly Sedov est mort il y a 42 ans. Mais son idée perdure. Chaque char moderne descend directement du T-34 avec son blindage soudé. Descendant de cette idée simple, stopper la mort avec une plaque d'acier. L'histoire de la guerre retient les noms des maréchaux et des généraux. Elle retient les victoires retentissantes et les batailles célèbres. Mais les guerres ne se gagnent pas seulement grâce aux généraux. Ce sont les soldats qui les gagnent. Ceux qui sont dans les tranchées, ceux qui sont aux commandes des chars, ceux qui pensent à survivre et à sauver leurs camarades. Anatoly Sedov était l'un d'eux. Un mécanicien simple de Toula. Un homme qui avait un jour contemplé un char détruit, y réfléchit et trouva une solution à laquelle les ingénieurs et les concepteurs n'avaient pas pensé. Qui n'avait pas peur du ridicule, qui ne baissait pas les bras après les échecs, qui y croyait et le prouvait, qui a sauvé 89 chars lors de la première bataille et 480 au total durant toute la guerre. Les chiffres sont froids. Mais derrière chaque chiffre se cache une personne vivante, avec un nom, avec une famille, avec un avenir. Et ils doivent tous cet avenir à un morceau d'acier de 4 mm d'épaisseur et à un homme qui savait écouter du métal. En 2005, pour le 60e anniversaire de la victoire, un monument a été inauguré à Toula. Un char T-34. Un vrai. Avec des grilles de protection. Sur le piédestal se trouve une plaque. À la mémoire de ceux qui ont créé les chars d'assaut, qui les ont conduits au combat, et qui ont trouvé comment protéger ceux qui étaient à l'intérieur. Ci-dessous, en petits caractères, une liste de noms. Concepteurs, ingénieurs, innovateurs. Parmi eux figure le nom d'Anatoly Petrovitch Sedov. Un mécanisme simple, qui en janvier de ses 45 ans a accompli ce qui semblait impossible.
à empêcher la mort. Tôle d'acier. Et la conviction que le métal ne trompe pas.